Shalom à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve pour la dernière de la saison avec le Rav Eli Kling pour continuer à parler ensemble de la paracha et de l'actualité. Et tu veux nous parler de la paracha de Korah et le titre, celui qui ne faisait pas partie de la bande à Korah. Bechavod. Ouais, alors ça tombe bien que c'est un soir d'élection parce que qu'est-ce que c'est que le quorum si ce n'est l'opposition qui veut prendre la place de la majorité, quoi, en fait, finalement. Sauf que ça se fait pas par les mêmes méthodes. Attendez, il y a un problème avec la caméra. Là, ça se fait pas exactement avec les mêmes méthodes, mais c'est le but du sujet. Et non seulement ça, mais en plus, la coalition de Korah pour prendre la place, pour arriver au pouvoir, elle est constituée de gens qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui se mettent d'accord parce qu'ils n'ont qu'une seule. Le seul objectif commun qu'ils ont, c'est de prendre le pouvoir. Mais après, ils n'ont pas les mêmes requêtes. Ils sont composés de plusieurs partis différents. Donc tout ça, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a l'habitude en général dans les élections et dans les élections en France en particulier. Ouais, et à part ça, Baisse ben, à un peu la part caméra. Pardon, je baisse la caméra? Si tu peux baisser. Voilà. On te voit. Voilà, super, merci. C'est Oui, en bon? Israël aussi, hein, on voit un petit peu ça. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. C'est-à-dire que on est obligé de se mettre d'accord pour pouvoir accéder au pouvoir, même si on sait que les gens avec qui on se met d'accord on ne partage pas obligatoirement la même vision des choses. Alors, au niveau de Korah, il y avait très certainement trois groupes différents, euh, qui non seulement avaient des objectifs qui n'étaient pas les mêmes, mais qui quelquefois pourraient paraître même contradictoires. Et il se disait, bon, ben, on verra bien, une fois qu'on aura le pouvoir, on verra bien comment est-ce qu'on va se débrouiller. Alors, il y avait Korach, bien sûr. Alors lui, Korach, apparemment, c'est pas très clair non plus, mais enfin, apparemment, ce que lui, il voulait réellement, c'est prendre la place d'Aaron à Cohen, quoi. Il voulait devenir Cohen. Donc c'est le Lévi qui veut devenir Cohen. Vous aviez Dathan et Abiram, qui sont apparemment représentants de la tribu frustrée de Réhouven, qui est la première tribu au niveau de la naissance. Et Réhouven est l'aîné, et qui n'ont rien finalement. Ils n'ont rien de spécial. Ce qui s'est passé avec la tribu de Réhouven, c'est un petit peu ce qui se passe avec les premiers-nés dans toute l'histoire de Bereshit, c'est-à-dire que leur priorité à la naissance n'implique pas, et au contraire, d'avoir des responsabilités plus grandes que les autres ou des avantages plus grands que les autres et qu'au fur et à mesure que l'histoire nous est racontée dans le livre de Bereshit, on s'aperçoit que les premiers-nés, finalement, sont relégués au mieux à la deuxième place. Ce qui arrive avec Réhouven, c'est pareil. Donc, il est peut-être né le premier, mais il n'a pas le charisme de Yehuda, il n'a pas la profondeur de vue d'un Yosef, et c'est Lévi, finalement, qui prendra la place au Beth Amikdash. Et donc, lui, Réhouven, il lui reste pas grand-chose. Donc, Dathan et Aviram représentent certainement cette frustration de la tribu de Réhouven, qui d'ailleurs réapparaîtra à d'autres reprises dans l'histoire du Tanakh, euh, euh, voir par exemple l'histoire de Dvorah, etc. Et puis à côté de ça, vous avez 250. 250 types qui se mettent d'accord et qui forment le premier cercle, si vous voulez, autour de Korach et de Dathan et Abiram. Ces 250-là, qui sont-ils? C'est pas très clair. Sans doute que c'est en effet les premiers-nés. Enfin, certains commentateurs pensent qu'il s'agit des premiers-nés qui ont été relégués à la deuxième place à cause de la faute du veau d'or et vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas réagi juste après le veau d'or? Ben, juste après le veau d'or, ils n'ont pas vraiment réagi parce que les gens qui ont fait le veau d'or sont morts et puis les Lévim qui l'ont pas fait, c'est un petit peu normal qu'ils prennent la place. Mais après l'histoire des explorateurs, finalement, on ne voit pas pourquoi, puisque tout le monde a fauté, on ne voit pas pourquoi les premiers-nés ne récupéreraient pas leur place. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. La coalition anti-Moshe, anti-Aaron est faite en effet de plusieurs groupes qui ne partagent pas exactement les mêmes buts, si ce n'est celui de renverser Moshe et Aaron et de pouvoir se partager ensuite le pouvoir. Jusque-là, jusque-là, la comparaison avec ce qui se passe en ce moment avec le nouveau Front populaire,
qui apparemment va devenir donc la première force de France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais je suis en train d'essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver. On risque d'avoir Mélenchon Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères ou la Palestinienne là-bas, enfin, je sais pas. Bref, je ne voudrais pas être à la place des Juifs de France à ce moment-là. Bien, Monsieur Korach, finalement, il est englouti par la terre qui s'ouvre et on pourrait croire qu'on n'en parlera plus jamais. Et la vérité, c'est que son esprit plane encore. C'est-à-dire qu'on retrouvera le nom de Korach plus tard, malgré le fait qu'il est terminé comme il a terminé dans notre paracha. Par exemple, il y a ses enfants. Comme vous le savez, les enfants de Korach sont à l'origine d'un certain nombre de psaumes, de Teilim. Livnei Korach Mizmor. Et là, c'est intéressant de voir est-ce qu'il y a un rapport entre le fait qu'ils sont les enfants de Korach et le fait qu'ils disent ce qu'ils disent dans les psaumes en question. Et ça donnerait une analyse donc, des psaumes, peut-être qu'on le fera un jour, pour essayer de voir en quoi est-ce que les psaumes des Bnei Korach sont en relation avec l'histoire de Korach et de ses enfants, qui apparemment, d'après les Midrashim, ont été sauvés in extremis parce qu'ils auraient fait tchouva juste à la fin, etc. Et puis on parle également de Korach après sa mort dans quelques parachiotes, notamment à propos des filles de Tzlophrad. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire des filles de Tzlophrad. Je ne me rappelle plus à quel moment on en a parlé nous-mêmes. En tout cas, les filles de Tzlophrad, lorsqu'elles... évidemment, on n'est plus du tout à l'époque de Korach, hein. Korach, apparemment, d'après la plupart des commentateurs, l'affaire Korach éclate juste après l'histoire des Méraglim, c'est-à-dire pendant la deuxième année de la sortie d'Égypte. Vous avez donc les explorateurs. En conséquence des explorateurs, vous avez la fameuse Xéra. Vous êtes condamné à errer dans le désert jusqu'à ce que vous mourrez. Et puis, il y a la tentative des Maapilim la semaine dernière qui essaye de rentrer malgré tout, qui essaie de vérifier si vraiment le désert est une prison ou bien si on peut s'en sortir. Et bon, bah là, c'est très clair, ils meurent tous en essayant d'entrer en Eretz Israël. Et donc, finalement, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont réellement compris ce qui s'est passé et que vraiment, il n'y a pas d'autre possibilité que de tourner en rond et de mourir dans le désert. Et donc, imaginez l'état d'esprit du peuple, on le serait à moins. Les gens commencent à se dire, mais alors à quoi sert notre vie, etc. Vous voyez, c'est pas une raison finalement pour en déprimer plus d'un. Euh, Vous êtes obligé, voilà, il n'y a pas d'autre horizon, c'est le cas de le dire, il n'y a pas d'autre horizon que les sables du Sinaï et voilà ce qui va vous arriver. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et le Ramban et d'autres également, pensent que l'histoire de Korach, même si elle n'est pas datée, hein, c'est pas écrit, c'était à la deuxième année, etc., mais il semble bien que ça s'est fait directement après l'affaire des explorateurs, après l'affaire des Maapilim, donc après la paracha de la semaine dernière. Et ça s'est fait juste après. Pourquoi? Parce que M. Korach, les revendications qu'il a et les frustrations qu'il a de ne pas avoir eu les places qu'il aurait voulu avoir, c'est des choses qui ne sont pas nées aujourd'hui, c'est des choses qui traînent depuis déjà pas mal de mois. Depuis que les Lévi'im sont les Lévi'im, depuis que le Cohen est le Cohen, et depuis que Aaron est ce qu'il est, etc. Il n'a pas montré il n'a pas montré, il n'a pas levé le drapeau de la révolte. Pourquoi? Ben parce qu'un bon politicien, il sait très bien que il aurait pas réussi tant que Moshe a un taux de popularité élevé. Le politicien de base qui veut prendre sa place, ben, il attend gentiment que la situation s'améliore. Il attend que l'opinion publique puisse l'aider. Et évidemment, si tu t'appelles Korach, il n'y a pas de meilleur moment qu'au moment où le peuple commence à intégrer le fait qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de tourner en rond dans le désert jusqu'à ce qu'on meure. Et évidemment, les gens sont non seulement frustrés, non seulement angoissés, mais en plus révoltés, évidemment, contre Moshe, qui n'a pas su comme il aurait peut-être dû le faire, pense-t-il, et comme il l'a fait en tout cas à plusieurs reprises, n'a pas su faire plier Dieu lui-même avec ses prières dont tout le monde connaît l'importance et la force. Il n'a pas réussi à changer la xéra et que finalement, voilà, ben, c'est comme ça. Et donc, qui est responsable? Ben, c'est lui finalement. Et même si c'est pas lui qui est directement fautif de la faute des explorateurs, mais en tout cas, il en est responsable puisqu'il est le chef. Comment est-ce qu'on dit aujourd'hui?
Ata Roche, Ata Hashem. C'est toi le chef, donc c'est toi qui est censé nous amener en Eretz Israël. Si tu ne nous amènes pas en Eretz Israël, quelle que soit la raison, même si c'est nous qui sommes les fautifs, si tu ne nous amènes pas, ben, t'as un problème et ben, il faut te mettre dehors et prendre quelqu'un d'autre à la place. Donc Korach attend en effet le moment propice pour pouvoir commencer sa révolte, et donc je pense que le Ramban et d'autres également, Ibn Ezra, etc., ont raison de penser que c'est juste après l'histoire des explorateurs et après l'histoire des Mahapilim que l'affaire Korach a explosé. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on parlera de Korach, dans l'histoire de les filles de Tzlofrad, eh bien, ça sera 38 ans après. Puisque si l'affaire Korach a éclaté la deuxième année, l'affaire des filles de Tzlofrad, comme nous le savons, c'était juste avant l'entrée en Eretz Israël, donc on est dans la 40e année de la sortie d'Égypte, donc 38 ans après. Or, le nom de Korach réapparaît. Alors, je vous rappelle comment est-ce qu'il réapparaît dans la bouche des jeunes filles de Tzlofrad. Ça se trouve dans le chapitre 27, je crois, du livre de Bamidbar. Vatikravna, bnot Tzlofrad ben Chefer ben Gilad ben Machir ben Menashe, limishpachot Menashe ben Yosef, vele shmot bnotav, Machla, Noa, Chogla, Milka, Tirsa. Donc, M. Tzlofrad avait 5 filles. Et le problème, c'est qu'il avait 5 filles, mais il n'avait pas de garçon. Et évidemment, il a un problème. Enfin, lui, il n'a plus de problème puisqu'il est mort. Il est mort comme tout le monde, comme tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais les filles de Tzlofrad ont un problème parce que, il y avait une sorte d'accord tacite que tous les chefs de famille qui sont sortis d'Égypte, dans les 600 000 hommes, ont leur nom inscrit dans le livre, le cadastre, si vous voulez, d'Eretz Israël. Chacun devait avoir sa son propre territoire. Et donc, son nom doit figurer sur le registre. Le problème, c'est que si quelqu'un n'a que des filles, les filles vont finir par se marier avec d'autres, et ce sont les maris qui vont hériter. Les maris qui appartiennent sans doute à d'autres tribus ou même à la même tribu. En tout cas, c'est pas Tzlofrad. Et comme c'est pas Tzlofrad, le nom de Tzlofrad va être effacé. Et elle trouve que c'est pas normal. C'est pas parce qu'il a que des filles et pas des garçons. Alors, vous remarquez que c'est pas qu'elles se plaignent qu'elles n'auront pas, elles, une part d'Eretz Israël. Elles auront, puisqu'elles auront avec leur mari. Mais le nom de leur père ne sera pas indiqué, alors qu'il fait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. Alors, je suppose qu'elles ne sont pas les seules. C'est un cas qui fait donc, c'est un précédent, mais il doit y avoir évidemment d'autres familles chez les Hébreux où il y a pas de garçons, il n'y a que des filles. Et donc, les filles de Sophrate, finalement, elles se lèvent au nom de d'autres personnes qui devaient avoir le même problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de nous dire qu'il s'appelle Sophrate, fils de Khéfer, comme en général, quand tu appelles quelqu'un chez nous, c'est un tel fils de son père. Ici, pour les filles de Tzlofrad, c'est écrit Ben Chefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menaché, les Mishpachot, Menaché, Ben Yosef. C'est-à-dire que toute la généalogie est rappelée. Et puis on remonte donc de génération en génération. Le grand-père de Tzlofrad s'appelle Gilad, enchanté. On ne le connaît pas, hein, on ne sait pas ce qui est arrivé avec lui. On se demande pourquoi est-ce qu'on est obligé de le citer, le grand-père. Et l'arrière-grand-père, qui s'appelle Machir, bon, bah, très bien. Et Machir, c'est un des fils de Ménaché. Ah, Ménaché, on connaît. Ménaché, c'est Ménaché, le fils de Yosef. Oui, mais c'est écrit, tu le connais, mais c'est écrit quand même. L'Ishpachot, Ménaché, Ben Yosef. Et donc, cette manière de présenter les filles de Tzlofrad comme étant les petites filles, des petites filles, des petites filles, des petites filles, ça semble un petit peu bizarre et fastidieux, surtout. Et évidemment, ça demande explication. Pourquoi est-ce qu'on remonte tellement haut? Mais regardez ce qu'elles disent, ces filles de Tzlofrad. ותעמוד לה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור, et elle se présente devant Moshe, devant Elazar le Cohen et devant tous les Nessim et devant toute l'assemblée. Donc, ça devait être une réunion très particulière où tout le monde est représenté. Bon, quand on dit toute l'assemblée, vous imaginez, ce n'était pas les 600 000 personnes, c'est les représentants, tous ceux qui ont une responsabilité quelconque dans l'organisation du peuple. Tous ceux-là sont réunis. Bon, comme on est à quelques mois de l'entrée en Eretz Israël, on suppose que c'est une réunion qui a été faite pour préparer l'entrée en Israël, à la fois au niveau stratégique, à la fois au niveau moral, à la fois au niveau religieux, ce que vous voulez. Donc, et tout le monde est réuni à ce moment-là. Et elles attendent cette occasion pour pouvoir rentrer avec la chutzpah un petit peu à l'israélienne, comme ça. C'était pas à l'ordre du jour. Et elles rentrent et elles disent, voilà, on a un problème.
il faut que il y a bien un de vous, là, parmi ces élites, il y a bien un de vous qui aura une réponse. Alors, d'après le Midrash, elles auraient en fait au départ suivi la bureaucratie normale, c'est-à-dire elles sont allées d'un bureau à un autre, suivant l'administration qu'il y avait dans le campement. Les premiers responsables qui ont dit, bah, écoutez, vous avez un grand problème, mais nous, on connaît pas la solution, allez voir ailleurs. Et elles se sont baladées de bureau en bureau, de bureau en bureau, jusqu'au moment où elles ont dit, bon, bah, ça suffit comme ça. Et donc, elles sont rentrées au moment où tout le monde était réuni pour que plus personne ne puisse dire c'est le bureau d'à côté. Voilà donc ce que nous raconte le texte. Et à ce moment-là, ces jeunes filles qui savent donc, qui ont une force de caractère assez impressionnante, il faut bien le dire, elles parlent et elles exposent leur cas. Mais au moment d'exposer leur cas, c'est là qu'elles rappellent l'histoire de Korach. Et c'est là que tu te poses la question, mais pourquoi elles sont obligées de rappeler l'histoire de Korach? Alors, comment est-ce qu'elles le disent? Elles disent la chose suivante. Avinu met bamidbar, notre père est mort dans le désert. On se souvient que c'est dans le désert qu'il est mort, hein, il n'est pas mort ailleurs. Il y a très peu de gens qui se baladaient ailleurs que dans le désert. Enfin bon, ok, donc Avinu Ben Bamidbar, Vehu lo haya betoch haeda, hanoadim al Hashem b'hadat Korach, il ne faisait pas partie de la bande à Korach. Ki bechet omet, parce qu'il est mort par sa propre faute. Et donc ne confonds pas, il n'est pas mort par la faute de Korach, il ne faisait pas partie de la bande à Korach, il est mort de sa propre faute. Évidemment, c'est très bizarre quand tu as un cas à présenter qui est un cas juridique, c'est très bizarre d'être obligé de rappeler qui était ton père. En fait, ça n'a absolument aucune espèce d'importance au niveau de la halakha. Qu'est-ce que ça peut faire si le père de ses filles de Tzlofrad, donc Monsieur de Tzlofrad, s'il faisait partie de la bande à Korach, s'il est mort de vieillesse, s'il est mort comme tout le monde à cause de la faute des explorateurs au fur et à mesure que les années ont passé, ou s'il est mort parce qu'il a fait une faute particulière, qu'est-ce que ça peut nous faire? La vérité, au niveau de la halakha, la seule chose qui est importante de savoir, c'est que notre père est mort et il avait pas de garçon, et il a que des filles. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'héritage. Est-ce que son nom sera malgré tout stipulé dans le livre du cadastre, oui ou non? Et c'est ça la seule question qui est intéressante. Donc on se demande un petit peu pourquoi est-ce que ces filles parlent trop, parlent trop. C'est quand même bizarre de dire à quelqu'un alors qu'on t'a rien demandé, on t'a pas soupçonné de rien du tout. Tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, hé, mon père ne faisait pas partie de la bande d'accord. Et je dis pas, c'est même un peu louche, quoi. Personne t'a accusé. Personne t'a accusé. Quelle est la raison pour laquelle elles sont obligées de le dire? Et alors Rachid dira, ben oui, elles sont obligées de le dire parce que, comme elles vont dire juste après, il est mort par sa faute, eh bien, c'est important pour elles qu'on sache que la faute en question, c'est pas la faute de Korach, mais c'est une autre faute. Ouais, mais bon, en fait, elle aurait pu ne rien dire du tout. Si elle n'avait pas dit qu'il est mort par sa faute, elle n'aurait pas été obligée de rajouter que c'était pas celle de Korach. En fait, tout ça, c'est inutile. En fait, tout ça, non seulement c'est inutile, mais en plus, ça risque de leur porter préjudice. Évidemment, si tu racontes que ton père est un criminel qui a mérité de mourir parce qu'il a fait un truc très grave, tu as moins de chances que ton cas soit retenu. Donc, on se demande un petit peu pourquoi est-ce elle parle tellement. En fait, ça semble pas très sensé tout ça. Et très curieux parce que la Gemara dira des filles de Tzofra qu'elles étaient très intelligentes. Bnot Tzofra, Chachmaniot, Ayou, elles étaient intelligentes. Et comment est-ce qu'ils savent, nos sages, qu'elles étaient intelligentes? Ben, sans doute en analysant la manière qu'elles ont de s'exprimer. Or, précisément, leur manière de s'exprimer ne montre pas qu'il s'agit de filles particulièrement intelligentes. Elles disent des choses qui risquent de se retourner contre elles. N'importe quel avocat, si elle devait demander à un avocat comment formuler leur requête, et certainement qu'il aurait dit, bon, tout ça, tu dis pas, tu n'as pas besoin de dire tout ça, tu dis simplement Avinu met, notre père est mort, ne dis pas Bamidbar, parce que tout le monde le sait, c'est en trop, Avinu met, ou Banim lo ayulo, il n'avait pas de garçon, et puis voilà. Tout le reste, c'est du superflu. C'est du superflu qui risque de se retourner contre toi. Donc, c'est la grande question, pourquoi est-ce qu'elle parle de cette manière-là? Avinu met Bamidbar, notre père est mort dans le désert, Vehu loaya betoch haeda hanoadim al Hashem badat Korach, il ne faisait pas partie de la bande à Korach, qui bechet omet, il est mort par sa faute, Ubanim lo ayulo, il n'avait pas de garçon, et il n'avait pas de garçon, c'est, comme on vient de le dire, la seule chose qui est réellement importante à dire ici. Tout le reste, il n'aurait pas dû. Et puis bon, où elles en disent trop, où elles en disent pas assez, c'est Bechet Omet, mais quel chet? Il est mort de sa faute. Apparemment, il a fait une faute très grave s'il en est mort. De quelle faute s'agit-il? Elles ne le disent pas. Pourquoi elles ne le disent pas?
Et si elles ne veulent pas s'enfoncer, alors elle n'avait qu'à pas dire du tout qu'il est mort de sa faute. Mais à partir du moment où tu dis qu'il est mort de sa faute, alors tu n'as qu'à préciser de laquelle. Ou alors ne dis rien. Enfin, c'est très curieux. Et alors après, elles disent des choses sensées. Au passage suivant, elles disent Lama Yigara Shem Avinu mitoch mishparto ki en lo ben. Pourquoi est-ce que son nom ne figurerait pas comme les autres membres de sa famille sous prétexte qu'il n'a pas de garçon? C'est pas normal, c'est pas sympa, c'est pas fair, c'est pas juste. Na lano achouza, que nous, on n'a qu'à nous, les filles de Sophrade, on n'a qu'à nous, c'est vrai qu'en général les filles n'héritent pas, mais comme il n'y a pas de garçon, il faut faire une exception. Na lano achouza, que nous ayons une part en Eretz Israël, au nom de notre père, Betor Aché Aveno, au milieu de nos oncles. Ben, les frères de notre père, eux, ils ont eu la chance d'avoir des garçons, donc ils ont leur nom qui figure. Eh ben, il n'y a pas de raison que mon père ne figurait pas. Lama Yigara Shem Avinu Betor Mishparto, qui est un Loben, Tlan Anochoza Betor Aché Avinu. Et Moshe dit, bonne question, bonne question. Je n'ai pas la réponse, je vais demander au patron et je reviens et puis je vous dis quelle est la réponse. Et après avoir demandé, donc, Moshe dit, le patron, il a dit que vous avez raison. Vayomer Hashem el Moshe, les morts, Ken, Belot, Slofrad, Dovrot, elles ont en effet raison. Il y a donc plusieurs questions qu'il faut se poser quand on lit ce texte. La première question, c'est pourquoi est-ce que quand on parle de Slofrad, on est obligé de remonter toute l'arbre généalogique jusqu'à Ménaché, et même Ménaché ben Yosef, nous dit le texte. Ménaché, fils de Yosef, pourquoi on remonte tellement haut, premièrement? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'elle parle de Korach? Troisièmement, pourquoi est-ce qu'elles disent qu'il est mort d'une certaine faute sans dire laquelle? Quel intérêt tout ça? C'est donc les questions qu'il faut se poser et qui vont nous ramener à l'histoire de Korach. Rashi, heureusement que Rashi est là pour régler ce genre de problème. Alors, je vous dis ce que dit Rashi. Lama Neymar, Valo Kvar Neymar, Ben Ménaché. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de préciser que Ménaché c'est le fils de Yosef? Dit Rashi, vous voyez, d'abord, il pose la plus petite question. Il ne pose pas la question pourquoi est-ce qu'on cite tous les membres de l'arbre généalogique. Il pose la question pourquoi est-ce qu'une fois que tu as dit Ménaché, tu es obligé de dire Ménaché Ben Yosef alors que tout le monde sait que Ménaché c'est le fils de Yosef. En fait, c'est comme si Rachid voulait poser la question. Tu n'avais qu'à dire, si tu voulais vraiment qu'on sache de quel chevet il était, tu n'avais qu'à dire simplement Tzlofrad, Michevet, Ménaché, et puis voilà. Ménaché ben Yosef, quel intérêt de mentionner le nom de Yosef, de l'ancêtre Yosef? Réponse de Rachid, El Alomar Lecha, Yosef Chibev et Haaretz. Yosef, c'était un amoureux du pays. Yosef aimait Eretz Israël. C'est un grand sioniste. Comment tu sais? Comment tu sais que Yosef aimait Eretz Israël? Alors Rashi explique, Yosef Chibev et Haaretz, chez Nehemar, Ve'alitem et Tatzmotai, puisqu'il a tenu absolument à être enterré en Eretz Israël. Quelqu'un qui tient absolument à être enterré en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il a un kécher, il a un lien avec l'État d'Israël. Et il savait très bien, Yosef, au moment où il est mort, que le fait de demander d'être enterré en Eretz Israël, ça posera des problèmes diplomatiques énormes, étant donné le statut qu'il avait là-bas en Égypte. D'ailleurs, il n'ose même pas demander, comme pour son père à l'époque, il n'ose même pas demander qu'il se fasse enterrer tout de suite en Eretz Israël. Il sait que ça va être impossible finalement. Mais il dit un jour ou l'autre, vous sortirez de cette Égypte dans laquelle je vous ai amené finalement. Vous en sortirez. Mais au moment où vous sortirez de l'Égypte, ne m'oubliez pas, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça prend 50 ans ou 100 ans. Finalement, nous savons que ça a pris plus de 2 siècles. Mais lorsque ça arrivera, lorsque vous sortirez d'Égypte, ne m'oubliez pas. Et comme vous le savez, on n'a pas oublié Yosef. En fait, celui qui l'a pas oublié, c'était Moshe Rabbeinu lui-même, qui se rappelle donc au moment de la sortie d'Égypte de Yosef. Et donc, il prend, nous dit le Midrash, il prend les ossements de Yosef, sans doute bien conservés. Je suppose qu'il avait été momifié comme tout le monde là-bas, donc comme tous les grands. Donc, il amène Yosef jusqu'à là où il est enterré, c'est-à-dire, comme vous le savez, à Shrem, que vos journaux français s'entêtent à appeler Naplouse pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas à Shrem. Donc, Yosef est donc enterré à Shrem, et nous dit Rachid, tu vois bien à quel point il était attaché à la terre d'Israël, même après sa mort, donc il tient absolument à être enterré là-bas. Très bien. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on mentionne son nom? Pour faire le rapport entre Yosef et ses arrière-petites-filles, les filles de Tzlofrad, qui elles aussi aiment Eretz Israël. Sinon, qu'est-ce que ça peut faire si le nom de leur père figure ou figure pas au cadastre? Après tout, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les gens qui rentrent en Eretz Israël une génération après, ils aient leur petit terrain. Ah, et s'il y a le nom de Tzlofrad qui figure pas, c'est pas un drame. Ben si, c'est un drame pour elles, c'est un drame.
Et il n'y a pas de raison que notre père, Slofrad, n'ait pas son nom quelque part écrit sur une partie du pays. Donc elles ont un lien avec le pays qui est un lien important, et c'est la raison pour laquelle on remonte jusqu'à Yosef d'Irachi. On remonte jusqu'à Yosef pour faire le rapport entre Yosef d'une part et ses arrière-petites-filles d'autre part. Quel est le point commun? Ben, les deux sont des amoureux d'Eretz Israël. Voilà ce que dit Rashi. Yosef chibev et haaretz, shenema ve'alitem et atzmotai, ou benotav chibevu et haaretz, puisqu'elles disent de la chouza, et la mettra, shayo. Donc, ça, c'est la première raison de Rashi. Bon, ok, mais cette raison-là n'explique pas pourquoi est-ce que on donne toute la généalogie. Le fait de dire qu'on mentionne Yosef, parce qu'ils sont tous les deux des amoureux d'Israël, et Yosef et les filles de Sophrad, ça répond seulement à la question pourquoi est-ce qu'on mentionne Yosef, mais ça ne répond pas à la question pourquoi est-ce qu'on est obligé de donner chaque nom de chaque génération de l'arbre généalogique. On aurait pu, d'après Rachi, on aurait pu se contenter de dire Sophrad, Mishpachat, Menashe, Ben Yosef, et voilà. Et donc, Rachi se sent obligé de donner une autre explication qui, cette fois-ci, est censée justifier l'arbre généalogique tout entier. Et qu'est-ce que Rachi dit? Il dit, ben voilà, je te donne un principe, sache, pas seulement ici, mais en général, un principe général dans tout le Tanakh. Lorsque ça se passe, c'est-à-dire qu'au lieu de dire un tel fils d'un tel, comme on dit d'habitude, tu sais, quand on monte les gens au Sefer Torah, on dit Yaakov, Ben Abraham, puis c'est tout. On va pas remonter jusqu'à... Alors, quand tu vois qu'on remonte très loin, 3, 4, 5, 6 générations, ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Alors, je te donne un principe, dit Rachid. Regarde bien les noms, et essaye de te souvenir de l'un d'entre eux. Est-ce que tu en connais un? Si tu en connais un, pose-toi la question, est-ce qu'il est tzaddik ou est-ce qu'il est rachat? S'il est tzaddik, s'il est tzaddik, le fait qu'on te donne toute la lignée, c'est pour t'apprendre qu'ils sont tous tzaddikim comme lui. S'il est rachat, le fait qu'on te donne toute la lignée, c'est pour t'apprendre qu'ils sont tous rechaïm comme lui. Donc, c'est jamais pour rien que la Torah raconte l'arbre généalogique tout entier. C'est toujours pour te donner par allusion, pour te faire comprendre par allusion, soit qu'ils sont tous rechaïm, soit qu'ils sont tous tzaddikim. Et tu le sais en regardant bien si tu n'en connais pas un. Alors ici, en l'occurrence, et Tzlofrad, on ne sait pas qui c'est, Khefer non plus, Gilad non plus, Machir, on ne sait pas trop ce qu'il a fait dans sa vie. Par contre, Ménaché ben Yosef, ouais, Yosef, on sait, Yosef c'est un grand sadique. Eh bien, dit Rachid, puisque Yosef c'est un grand sadique, le fait qu'on t'ait raconté tout l'arbre généalogique, c'est pour te montrer qu'ils sont tous sadiques. Tous. Et là, le lecteur qui est un petit peu critique, il se dit, mais Mirachi, tu vas vite en besogne. Ça veut dire tous tzadikim. Il y en a un en tout cas qui l'est pas. Il y en a un qui n'est pas tzaddik. C'est qui? Ben, c'est Sophrad lui-même. Comment je sais qu'il n'est pas tzaddik? Ben, de l'aveu de ses propres filles. Il est mort par sa faute. Alors, je ne sais pas exactement quelle faute, mais il est mort par sa faute. S'il est mort par sa faute, c'est qu'il a fait quelque chose de grave, tellement grave, qu'il a été condamné à mort et qu'on l'a tué. On l'a exécuté. Alors, un type qui a fait une faute grave au point qu'il en est mort et qu'on l'a exécuté, ça ne peut pas être considéré comme un sadique. Donc, c'est un peu bizarre quand même ce que dit Rachid ici. Et Rachid, évidemment, il est très conscient de ce qu'il est en train de dire. Il dit voilà, la raison pour laquelle on a raconté tout ça, c'est parce qu'on voulait absolument mentionner Yosef, d'une part, pour te montrer que c'est un amoureux d'Eretz Israël, d'accord? Et puis d'autre part, pour t'apprendre qu'ils sont tous tzadikim comme Yosef est tzadik. Yosef, il est tzadik, on l'appelle Yosef le tzadik. Eh bien, de la même façon qu'il est tzadik, ils sont tous tzadikim. Donc, même Sophrad. Comment est-ce qu'on peut qualifier un condamné à mort de tzaddik? Voilà une bonne question. Et puis, l'Agmara, l'Agmara, comme d'habitude, tu sais, dans ce genre de truc, l'Agmara est très terre à terre. Ce qui intéresse l'Agmara, c'est de savoir, ok, très bien, hein, elles auraient pas dû le dire, qui était Sophrad, mais c'est vrai. En tout cas, maintenant qu'elles l'ont dit qu'il est mort par sa faute, j'aimerais bien savoir de quelle faute il s'agit. Donc, la curiosité de l'Agmara, c'est d'essayer de comprendre qui est Sophrad et quelle faute a-t-il donc commise, une faute tellement grave qu'il en est mort. C'est-à-dire, bon, or, ce qui s'est passé dans le désert pendant les 40 ans, on le sait. C'est-à-dire, les gens qui ont fait des graves fautes, ben, il y a la liste, hein, on sait très bien. Sauf qu'il y en a pas mal
Il y en a pas mal qui ont été tués dans une crise, celle-ci ou une autre, quand ils voulaient manger de la viande, ou quand ils n'avaient pas d'eau, ou quand le veau d'or, ou les explorateurs, enfin, il y en a eu. Donc, on aimerait bien savoir, ce fameux Sofran, à quel groupe à quel groupe de criminels il appartient. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave que ça? Bechet Omet, il est mort par sa faute. De quelle faute s'agit-il? Alors voilà ce que dit la Gemara. La Gemara se trouve dans la Masechet Shabbat et au Daf Tzadik Vav, pour ceux que ça intéresse, et elle dit la chose suivante. Tanoura Banan. Voilà ce que enseignent nos sages. On va tout de suite voir de quel sage il s'agit. Mekoshesh Zetzlofrad. Donc, premier avis de la Gemara, Shlofrad n'est rien d'autre que le Mekoshesh Etzim. Mekoshesh Etzim, c'est ce fameux bonhomme qui a pris du bois dans le désert pendant Shabbat. Alors, l'histoire du Mekoshesh Etzim est racontée, ça prend quelques versets seulement, c'est pas une grosse histoire, c'est une anecdote, mais dramatique pour le Mekoshesh. Donc, on nous raconte, c'est d'ailleurs dans la paracha de Shlach Lecha, dans la paracha des explorateurs, qui précède celle de Korach. Donc une fois qu'on a raconté dans la paracha les explorateurs, les Maapilim, qui voulaient forcer le blocus et qui sont morts. Et ensuite, avant d'arriver à Korach, on nous raconte l'histoire de ce bonhomme qui est allé chercher du bois. Et il est allé chercher du bois, pourquoi? Ben, je ne sais pas pourquoi. Ben, sans doute qu'il avait froid et il voulait se chauffer, tout simplement. Voilà. Vous allez me dire, il y a du bois dans le désert? Oui, il y a du bois dans le désert. Ben oui, si vous avez fait un tour dans le Negev, vous avez bien vu qu'il y avait des acacias et puis c'est comme ça qu'ils ont bâti d'ailleurs le Mishkan, mais il y avait du bois, bien sûr, il y a du bois. Donc, le type, il avait coupé du bois, nous raconte la Torah. Et comme vous le savez, quelqu'un qui transgresse Shabbat, eh ben, il est passible de mort. S'il le fait devant tout le monde, s'il le fait de manière ostentatoire, il est passible de mort. S'il y a un Sanhédrin, évidemment. Aujourd'hui, il n'y a pas de Sanhédrin. Et donc, les gens ne sont pas en danger parce qu'ils transgressent le Shabbat. Mais quand il y a un Sanhédrin, si les conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'il y a des témoins, il y a des avertissements, etc., ben, on condamne le bonhomme à mort. Et donc, le type en question, devant tout le monde, il a pris du bois, il a coupé du bois Shabbat, donc Chilul Shabbat. Et donc, on l'a amené devant Moshe, le tribunal de Moshe. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On savait qu'il était passible de mort, mais est-ce qu'on va le tuer? Comment est-ce qu'on va le tuer, etc. Donc, finalement, oui, il faut le tuer et ils l'ont tué. Ce Mekoshesh Etzim, il est anonyme. La Torah ne dit pas comment il s'appelle. Et l'Agmara dira, et Tanoura Banan, nos maîtres ont enseigné, Mekoshesh, c'est qui le Mekoshesh? Zet Slofrad, c'est Slofrad, notre Slofrad. Et comment je sais? Vechenu Omer, Vayu Bnei Israël Bamidbar, Vaimtsu Ish Mekoshesh Etzim, parce que l'histoire du Mekoshesh commence par, ils ont trouvé un homme dans le désert. Et là aussi, le mot dans le désert est évidemment superflu, puisque tout le monde est dans le désert depuis longtemps. Donc ça veut rien dire, ils ont trouvé un homme dans le désert. On aurait dû dire, ils ont trouvé un homme, point. Donc dans le désert, c'est en trop. Or, dans notre histoire de Bnot Sofrat qu'on vient de lire maintenant, on a vu également que le mot désert est mentionné de manière superflue aussi, puisqu'elles disent, Avinu met Bamidbar, notre père est mort dans le désert. Alors, vous savez qu'il y a un principe, il y a une règle, une des règles d'exégèse, d'herméneutique dans la Torah, c'est que on appelle ça la Xerashava, quand tu vois un mot ici et le même mot ailleurs, et que les deux sont en trop, ou des fois l'un des deux est en trop, eh bien, ça vient t'apprendre quelque chose. C'est t'apprendre d'un contexte à l'autre contexte. On appelle Xerashava. Xerashava, ça veut dire qu'il y a un truc qui est commun aux deux histoires, même si elles ont l'air d'être complètement différentes, puisqu'il y a un mot en trop qui les relie. Il y a écrit Bamidbar et il y a écrit Bamidbar. Et c'est comme ça que, donc, on a déduit que le type qui a pris du bois le jour du Shabbat, c'était Tzlofrad, puisque là-bas il y a écrit Bamidbar et là-bas il y a également écrit Bamidbar. Voilà ce que dit la Gemara. Malalan Slofrad, Afghan Slofrad. De la même façon que dans l'histoire des filles de Slofrad, le type dans le désert, il s'appelle Slofrad, et bien de la même façon, dans l'histoire du Meko Shechetsim, le bonhomme qui a pris le bois, c'était Slofrad. Dit vrai Rabbi Akiva. Celui qui a dit ça, c'était Rabbi Akiva. Ah, pas n'importe qui, ça c'est Rabbi Akiva. Donc le Tanour Rabbanan, nos maîtres ont enseigné de tout à l'heure, c'est pas juste nos maîtres ont enseigné, mais c'est Rabbi Akiva a enseigné. Rabbi Akiva a enseigné que le Mekoshesh et Tzlofrad, c'est la même personne. Et donc lorsque les filles disent il est mort de sa faute, elles veulent dire il est mort parce qu'il a pris du bois le jour du Shabbat.
Là-dessus, les amis de Rabbi Akiva ne sont pas contents. Amar lo Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yehuda ben Betera dit à Rabbi Akiva. Je vous lis la suite de la Gemara. Akiva, vous le savez, quand ils ne sont pas contents, quand ils ont quelque chose à reprocher à Rabbi Akiva, ils ne l'appellent pas Rabbi Akiva, ils l'appellent Akiva. C'est pas très sympa, mais ça rappelle le moment où il n'était pas encore Rabbi. Quand vous le savez, Rabbi Akiva, il est devenu Rabbi avec le temps. Amarlo, donc Rabbi Yehuda ben Betera, Akiva, ben kach o ben kach, ata atid liten et adin. De toute façon, tu seras obligé de, quelle que soit la vérité, tu seras obligé de rendre des comptes pour ce que tu viens de dire. Dites, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois dans le Talmud que lorsque quelqu'un s'adresse à Rabbi Akiva, il apostrophe de manière un petit peu critique, il commence en lui disant, d'une manière ou d'une autre, tu seras appelé à rendre compte de ce que tu viens de dire. Et quand tu lis ça, tu as toujours un petit peu des frissons parce que on se rappelle tous comment est-ce que Rabbi Akiva il a fini sa vie. Et il a fini de manière dramatique, donc il a été torturé par les Romains, il en est mort. C'est bien. Et alors des fois, tu te dis, quand le Rabbi Yehuda ben Ezra ou n'importe qui d'autre dit à Rabbi Akiva à cause d'un petit problème, un jour tu rendras compte de ce que tu dis, tu te demandes si est-ce que vraiment c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vraiment ils font allusion à cette fin tragique de Rabbi Akiva? En tout cas, pourquoi est-ce qu'il est tellement énervé, Rabbi Yehuda ben Ezra? Parce qu'il dit à Rabbi Akiva, écoute, de deux choses l'une. Ou bien tu as raison. Ou bien le type qui a pris du bois, c'est bien, en effet, Tzlofrad, comme tu le dis. Mais la Torah fait attention de ne pas donner son nom. Là-bas, dans l'histoire, dans la paracha de Shlach Lecha, le Mekoshechetzim, il reste anonyme jusqu'à la fin. Personne ne sait comment il s'appelle. Et toi, tu viens et tu dis, ah, mais c'est Tzlofrad. Vous savez qu'on appelle ça chez nous? On appelle ça du Lachon Hara. La Torah ne dit rien, et toi, tu dis, tu mentionnes, tu donnes le nom, c'est du Lachon Hara. C'est grave. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, dans le cas où tu as raison. Mais dans le cas où tu as tort, dans le cas où le type qui a fait de Sofrane, en fait, c'est pas du tout celui qui a pris du bois le Shabbat, c'est quelqu'un d'autre. Alors à ce moment-là, dit Rabbi Yoda, c'est encore pire. C'est ce qu'on appelle du motzi shamra. C'est de la calomnie à ce moment-là. Donc de deux choses l'une. Ou bien tu as tort, ou bien tu as raison. Si tu as raison, c'est du Lachon Hara. Et si tu as tort, c'est de la calomnie. Donc tu devras rendre des comptes de ce que tu viens de faire. Ça va pas. Puis regardez comment est-ce que Rabbi Yoda s'exprime. Amar lo Rabbi Yehuda ben Betera, Akiva ben kach ou ben kach atati liten et adin. Dans les deux cas, tu seras obligé de rendre des comptes. Im kidvarecha, si tu as raison, haTorah kissato vata megaleoto, la Torah ne dit rien et toi, tu le dévoiles, donc c'est du Lachon Hara. Veim la, et si tu as tort, écoutez bien, ata motzi la'az aloto tzadik, tu dis du mal de ce tzadik. Et là, Rabbi Yehuda ben Betera, on a l'impression qu'il se laisse un petit peu entraîner dans le feu de la discussion avec Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire, tu dis du mal de ce tzaddik? Mais non, tu dis du mal de cet homme, mais ne l'appelle pas tzaddik. Parce que même si Rabbi Akiva a tort et c'est pas lui qui a transgressé Shabbat publiquement, eh ben, il a quand même fait quelque chose de très grave et il en est mort. Puisque c'est ses filles qui disent, Bechet Omet, il a fait quelque chose de grave, il en est mort. Alors peut-être que Rabbi Akiva il s'est trompé et que c'est pas le Mekoshe Shetzim, mais en tout cas il a fait quelque chose de grave, il en est mort. Donc l'appelle pas tzaddik, c'est pas un tzaddik, c'est un rachat. Et on s'aperçoit que pour la deuxième fois, on appelle Xlophrate sadique. Donc, tout le monde sait qu'il a fait une faute grave, qu'il en est mort, mais Rachid déjà l'appelait sadique, rappelez-vous, Rachid disait, bah, puisqu'on rappelle toute la lignée que Yosef il est sadique et ils sont tous sadikim, sous-entendu Xlophrate aussi, et là, on s'aperçoit dans la Gemara que Rabbi Yehuda ben Betera, dans le feu de la discussion avec Rabbi Akiva, il lui dit, mais tu dis du mal de ce tzaddik. Alors, tout le monde l'appelle tzaddik, alors ce type-là. Un bonhomme qui a fait une faute très grave et qui en est mort, on l'appelle tzaddik, c'est quand même bizarre. Et alors, ce qui est encore plus bizarre, c'est la fin de la Gemara. La Gemara essaie d'abord de prendre la défense de Rabbi Akiva, en disant à Rabbi Yehuda ben Betera, mais enfin, arrête d'attaquer Rabbi Akiva, il n'a pas inventé cette affaire-là, puisqu'il t'a dit lui-même qu'il y a une Xéra Shava, il y a écrit ici Bamidbar et là Bamidbar, et c'est comme ça qu'il a appris que c'était le même, il n'a pas inventé. Voilà ce que dit la Gemara elle dit, euh, Hagamar Xéra Shava, mais il a pris ça d'une Xéra Shava, qui suit en veut Rabbi Akiva. Bon, et là, la réponse, elle est facile, la réponse de la Gemara, ou de Rabbi Yehuda ben Betera. Les Xérot Shavot, c'est pas n'importe qui peut les faire, même s'il s'appelle Rabbi Akiva. Il y a une liste des Xérot Shavot, une liste orale de Xérot Shavot qui sont possibles, que
euh, et tu peux pas rajouter sur la liste parce que sinon c'est trop facile. Sinon tu vois un mot ici, un mot là et tu fais des comparaisons et tu peux faire dire n'importe quoi au texte. Ici écrit Vaïdaber, ici écrit Vaïdaber, donc là on parle d'ici, donc là on parle de ça. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, contrairement aux autres manières d'interpréter le texte de la Torah, qui sont en général logiques, par exemple le raisonnement par Kalvachomer, raisonnement a fortiori. Si déjà ça, c'est interdit, après, il faudrait ça qui est plus grave, ça serait interdit aussi. Ça, d'accord, ça, c'est logique. Mais Xera Shava, non, Xera Shava, il y a un mot ici, un mot là. C'est pas si simple que ça. Donc, il y a une liste, si vous voulez, il y a une liste avec un Hercher, avec un tampon de la Rabbanout, de Moshe Rabbeinu, d'Exerot Shavot possibles existants. Et là, apparemment, elle ne fait pas partie de la liste, celle-là, Bamilbar, Bamilbar. Donc, c'est quand même Rabbi Akiva qui l'a inventé. Donc, c'est la réponse de la Gemara. La Gemara, elle dit non, Rabbi Yehuda Ben Meta, il a raison d'en vouloir Rabbi Akiva parce que finalement, c'est le Xerashava. C'est peut-être une allusion dans le texte que Rabbi Akiva a trouvé, mais c'est pas une vraie Xerashava qui a été reconnue comme telle par tout le monde. Xerashava Logama. Et alors, ce qui est formidable, c'est la fin de ce texte. La Gemara, elle pose la question, mais alors d'après toi, Rabbi Yehuda Ben Meta, ok, alors c'est pas Slofran, c'est pas le type qui a pris du bois. Très bien. Alors, il a fait quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bechetomet? C'est quoi sa faute alors? Et réponse, je ne sais pas si vous avez entendu du bruit. Vous avez entendu du bruit là? Non, c'est pas de il a fait. Non, parce que moi, j'habite dans un endroit où de temps en temps, il y a des bruits d'avions, des bruits d'explosion, des bruits de bombardement, mais c'est rien. C'est les nôtres. Donc, si jamais vous avez entendu du bruit, c'est pas grave. C'est nos avions qui. Au contraire, moi, c'est quand il n'y a pas de bruit que je m'inquiète. Quand il y a du bruit, ça veut dire que ça va et que on réagit, vous voyez. Bon, alors, et là, Me'achave, donc la Gemara elle pose la question, Me'achave, alors qui c'est ce type-là? D'après toi, et Rabbi Yehuda ben Betera, qui c'est ce type-là? Qui c'est Tzlofrad? De quelle faute il s'agit? Puisque c'est pas lui qui a pris du bois. Réponse, Mi Veyarapilu Have. Il faisait partie des Marapilim. Il faisait partie des Marapilim. C'est qui les Marapilim? Ben, on l'a dit il y a un instant, les Marapilim, vous savez, ces juifs-là, qui, le lendemain de ces fameuses nuits où tout le monde a pleuré devant le rapport alarmiste des explorateurs, tout le monde a dit, bah, c'est comme ça, on rentre chez nous, etc. Donc Dieu dit, bah, c'est comme ça, bah, vous allez tous mourir dans le désert. Et à ce moment-là, le lendemain matin, arrive un groupe de gens, ils arrivent voir Moshe, ils disent, eh ben nous, on fait tchouva. On n'aurait pas dû, on regrette, très bien, ben, on va rentrer en Eretz Israël. Et alors, Moshe il leur dit, mais c'est trop tard, les enfants. Ça, il fallait faire ça hier, pas maintenant. C'est vrai que les Juifs, ils ont en général l'esprit de contradiction. Vous leur dites, rentrez en Israël, ils disent non. Après, on dit, bah, c'est comme ça, bah, alors non. Alors tout d'un coup, ils disent, bah oui. Bah, non, c'est pas comme ça. S'il y a des moments, il fallait faire ça hier, là, c'est trop tard, tant pis pour vous. Et les Maapilim, au lieu d'écouter ce que Moshe leur dit, si vous y allez, vous allez vous faire massacrer. Hein, parce que moi, je sais ce qui se passe là-bas. Il y a les Klanim, il y a les Malikim, et nous, on ne vient pas vous aider. Vous serez tout seul là-bas, vous allez vous faire massacrer. Et ils y vont quand même. Ils y vont quand même, et ils se font en effet massacrer. On ne parle plus d'eux, c'est fini. Les Maapilim, ils se sont fait massacrer. Donc, l'Agmara dit à Rabbi Yehuda ben Betera, si tu penses que le type en question, il n'est pas mort parce qu'il a pris du bois le Shabbat, ok, et que Rabbi Akiva, il se trompe, alors qui était Tzlofrad? De quoi il est mort? Et réponse, ben, il faisait partie des Maapilim. Et d'où tu sais? Il n'y a pas la liste des Maapilim. Les Maapilim, il n'y a pas écrit, voilà, qui faisait partie de la bande, il n'y a pas écrit. C'est très curieux. En fait, Rabbi Akiva aurait dû réagir tout de suite. Rabbi Akiva aurait dû dire à Rabbi Yehuda ben Betera la même chose que ce que Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit. Il aurait dû lui dire, mais écoute, mon cher ami, ben kach ou ben kach, ata'ati litenet adin. De deux choses l'une. Ou bien, ou bien tu as raison, il fait partie des Maapilim. Ah, ben c'est du Hachanara, parce que la Torah n'a pas dit, toi tu l'inventes. Ou bien tu as tort, et à ce moment-là, tu dis du mal de ce bonhomme. Et c'est marrant que Rabbi Akiva ne réagit pas. Il aurait pu évidemment lui dire la même chose. Puis c'est marrant que Rabbi Yehuda ben Betera, qui vient de faire le reproche à Rabbi Akiva qu'on ne peut pas inventer des choses qui ne sont pas écrites, il fait la même chose. Il dit, ouais, il faisait partie des Maapilim. Comment ça, il faisait partie des Maapilim? D'où tu sais? Et encore, Rabbi Akiva, lui, il a quand même une sorte de Xerashava. Elle n'est peut-être pas officielle, la Xerashava. Enfin, il a quand même écrit Bamidbar et Bamidbar. Mais l'autre, il a rien. Il a rien pour prouver. Et je vais vous dire plus, les filles, quand elles disent il est mort par sa faute, Bechet Omet, ça sous-entend que c'est une faute individuelle, c'est pas une faute collective. Donc, ça va plus du côté de Rabbi Akiva que du côté de Rabbi Yehuda ben Betera, parce que les Mapilim, c'est une faute collective, et le Mechalel Shabbat, c'est une faute individuelle. Enfin bref,
C'est bizarre quand même cette histoire de Rabbi Yehuda ben Zakkai qui dit, il est le même qui dit, attention, c'est un sadique, tu dis du mal d'un sadique, il dit Rabbi Akiva, tu dis du mal d'un sadique, le même il dit, il faisait partie des Mapilim, mais s'il faisait partie des Mapilim, il n'est pas de sadique. Bref, on est dans un grand mystère en fait. On ne sait pas trop qui c'est ce Stofrad et comment est-ce qu'il faut le regarder. Et pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui l'appellent sadique alors que tout le monde sait qu'il est mort à cause d'une faute qu'il a faite. Et là, ce que je vais vous dire, ça reste entre nous. Ne vous racontez pas, ça reste entre nous, parce que c'est délicat et un petit peu dangereux. C'est un petit peu dangereux. Parce que ça peut être mal interprété. Alors j'ai essayé de chercher mes mots et de ne pas dire n'importe quoi. Il semblerait qu'on n'a pas le choix que de dire qu'il y a faute et faute. Il y a chet et chet. Il y a faute et faute. Il y a une faute que tu n'as pas le droit de commettre et que si jamais tu transgresses malgré tout, tu es un rachat. Et puis il y a une faute que tu n'as pas le droit de commettre. Oui, c'est une faute. Mais une fois que tu l'as commise, tu n'es pas un rachat. Non seulement tu n'es pas un rachat, mais tu es peut-être même un tzaddik. Évidemment, ça dépend de quoi. Ben, ça dépend de l'intention qu'il y avait derrière la faute. Il y a des gens qui font des fautes, c'est des fautes très graves, ils en supportent certainement les conséquences, mais une fois qu'ils l'ont faite, je ne peux pas dire que c'est des Rechaïm. Je suis obligé de les considérer comme des tzadikim. C'est dingue, hein? Alors regardez ce Slofrad. Qui c'est ce Slofrad? Qui c'est ce Slofrad qui est mort par sa faute et qui pourtant est appelé tzaddik et par Rabbi Yehuda ben Betera et par Rashi? Eh bien, il y a deux possibilités. Dans la Gemara, il n'y a pas une troisième possibilité. Il n'y en a que deux. Soit il a pris du bois le jour du Shabbat, c'est ce que pense Rabbi Akiva. Soit il faisait partie des Mapilim. Et ces deux fautes-là sont des fautes de la deuxième catégorie. En tout cas, peuvent être considérées comme étant des fautes de la deuxième catégorie. C'est-à-dire des fautes qui sont interdites, mais une fois que tu les as faites, une fois que tu les as commises, bah, tu es un tzaddik. Ben, oui, parce que le type qui prend du bois le jour du Shabbat, et pourquoi il le fait? Pourquoi il prend du bois Parce qu'il a froid, parce qu'il veut se chauffer. Oui, mais on n'est pas en 2024. On est au moment de la sortie d'Égypte. Il y a un Beddin là-bas. Moshe Rabbeinu, il siège en tant que président du Beddin. Il y a un Beddin. Alors, pour que quelqu'un soit condamné à mort, il y a des critères. Il faut que le type il soit conscient de ce qu'il fait. Il faut qu'il y ait eu deux témoins. Vous savez, c'est pour ça que la condamnation à mort chez nous, si elle existe théoriquement, elle est très difficilement applicable dans la pratique. D'ailleurs, c'est Rabbi Akiva qui dit que c'est pratiquement impossible à appliquer. Mais pourquoi c'est impossible à appliquer? Parce que tu as besoin de deux témoins au moment du crime, tu as besoin que les deux témoins ils disent au criminel, tu sais que c'est interdit. Le criminel il doit dire oui, je sais que c'est interdit. Après, les témoins ils doivent lui dire, tu sais que si jamais tu le fais, tu es passible de mort. Et l'autre il doit répondre, oui, je sais que je suis passible de mort, et il le fait quand même. Ben, on peut imaginer que ça c'est rarissime, quoi, en fait. Donc le type, finalement, ce type qui a pris du bois le jour du Shabbat, il a été condamné à mort, oui ou non? Ben oui. Donc ça veut dire que les conditions ont été réunies. Ben oui. Donc ça veut dire qu'on lui a dit, attention, tu sais que tu vas être condamné à mort. Il a dit, oui, je sais. Mais pourquoi il le fait alors? Parce qu'il a froid. Ben alors, il vaut mieux vivre en ayant froid que mourir au chaud. Ça veut dire quoi? À moins que le type il soit un petit peu je sais pas, il soit pas très. Oui, mais s'il est pas, s'il est pas censé et raisonnable, si c'est un fou, eh ben, il doit pas être condamné à mort parce que les fous, normalement, ils sont pas condamnés à mort. C'est une bonne raison pour les acquitter, justement. Donc, c'est un type qui a toute sa tête. S'il a toute sa tête, qu'est-ce que ce bonhomme est allé faire le jour du Shabbat alors qu'il sait très bien qu'il risque de mourir? Mais pourquoi tu le fais alors? Vous comprenez, c'est pas la même chose que la question de quelqu'un qui aujourd'hui est Mechel Shabbat. Aujourd'hui, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de Sanhedrin, Besséder, ok, tu cèdes à la tentation, tu cèdes à la tentation, mais à l'époque, dans le désert, il faut être malade. Pourquoi tu l'as fait? Alors, il y a un courant à propos de celui qui a pris du bois le jour du Shabbat, qui essaie d'expliquer la chose suivante. Le type qui a pris du bois le jour du Shabbat, il l'a fait les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim Itkaven. Il l'a fait pour des bons motifs. Ça ne veut pas dire qu'il avait le droit de le faire. Il n'avait pas le droit de le faire. C'est pour ça qu'on l'a tué. Il n'avait pas le droit de le faire. Mais il l'a fait pour des bons motifs.
Quels étaient les bons motifs? Eh bien, figurez-vous, alors c'est marrant parce que cette manière de réfléchir sur Tzlofrad existe dans la Gemara, mais on ne dit pas que c'est Rabbi Akiva. Mais certains pensent que c'est lui, et moi je pense aussi que ça doit être certainement lui, lui il serait d'accord avec ça. C'est le Baal Torah Mima qui dit que c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est d'accord avec ça. C'est-à-dire, il considère que le coupeur de bois, il l'a fait avec des bonnes intentions. En fait, il faut remettre les choses dans son contexte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer les Meraglim, les explorateurs, et ensuite les Maapilim. Et les Maapilim ont montré au peuple tout entier que le désert, c'est un vrai désert, et qu'on ne peut pas s'en sortir, et qu'on va tous mourir. Et alors, il y aurait eu des gens qui ont commencé à parler et à se dire l'un l'autre, eh ben, si nous sommes des condamnés à mort potentiels, si on va tous mourir, si nous n'existons que pour tourner en rond dans le désert jusqu'à ce que mort s'en suive, eh ben, autant s'éclater, autant vivre sans limite, que cette traversée du désert devienne une énorme partie de plaisir, une grosse orgie. Ben oui, qu'est-ce qui peut nous faire? Et comme vous le savez, les gens les plus dangereux dans les prisons, c'est ceux qui sont condamnés à perpétuité ou qui sont condamnés à mort. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc, de plus en plus de gens commençaient à se dire, juste après la paracha de Shlach Lecha, juste après la paracha de Shlach Lecha, les gens commençaient à se dire, bah, si de toute façon on est condamné à mort et qu'on ne peut plus s'en sortir, et que même ceux qui veulent s'en sortir, ils sont massacrés par les ennemis, eh ben, ok, très bien. Alors, on va faire ce qu'on veut, quoi. On va arrêter avec cette Torah qui nous limite un maximum. Et puis, qu'est-ce qui peut déjà nous faire? De toute façon, on est condamné à mort. Et lui, le bonhomme en question, d'après Rabbi Akiva Tzlofrad, lui, il a entendu ça et il s'est dit, c'est tragique ce qui va arriver. Si on les laisse faire, cette génération de la sortie d'Égypte va être la génération la plus perverse de toutes les générations. Et le problème avec ça, c'est que c'est eux qui ont vécu la sortie d'Égypte. Donc, c'est eux, ils ont la responsabilité énorme de transmettre le témoignage de la sortie d'Égypte, des 10 plaies, de la mer Rouge, de Pessah. Si ces gens-là se conduisent comme les derniers des derniers, si ces gens-là n'ont plus aucune morale, si c'est la débauche pendant 40 ans, on ne peut plus leur faire confiance. Il n'y a plus de judaïsme. Il faut absolument que cette génération soit digne de confiance. Il faut surtout pas qu'elle sombre dans la débauche, se dit le bonhomme. Et alors, puisque c'est comme ça, je vais donner ma vie pour ça. Oui, parce que d'accord, ils disent on est condamné à mort, donc on peut faire ce qu'on veut, mais 30 ans ou 40 ans, et une chose est de savoir que si tu fais une bêtise, tu meurs tout de suite sur le coup. Eh bien, je vais leur montrer que même dans le désert, yesh din ve yesh dayan. Il y a une justice et il y a un juge. Et donc, sans demander l'autorisation évidemment à Moshe, qui lui aurait dit, c'est pas ton problème, toi tu dois respecter Shabbat et c'est tout, et ne fais pas des calculs qui ne sont pas les tiens, c'est pour ça qu'il n'a pas demandé. Ok. Donc, sans demander à personne, il va faire une sorte de suicide, les Shem Shamaïm. Il va aller prendre du bois le jour du Shabbat. On va lui dire, tu sais que c'est interdit. Je sais que c'est interdit. Il dit, tu sais que tu vas être condamné à mort. Il dit, je sais que je vais être condamné à mort. Et je le fais quand même. Pourquoi? Ben justement, pour qu'on me tue. Et donc, on l'a tué. Et cette exécution a eu un effet évidemment immédiat et dramatique. Et les gens se sont calmés tout d'un coup. Ils ont dit, bah, si c'est comme ça, il faudrait peut-être réfléchir à 2 fois avant de faire des bêtises, quoi. Et donc, si vous voulez, ce type-là, il a fait une avéra énorme, évidemment. Mais une fois qu'il l'a faite, tu ne peux pas dire que c'est un rachat. C'est un bonhomme qui a donné sa vie pour le peuple. C'est ça qu'elles disent, les jeunes filles. Il dit notre père. Alors, nous on ne sait plus qui c'est Tzlofran, hein. Le temps a passé, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que c'est celui qui a coupé du bois, comme dit Rabbi Akiva? Est-ce qu'il faisait partie des Mapilim, comme dit Rabbi Yehuda Ben Béthéran? On ne sait pas. Mais Moshe, lui, il sait. Moshe, il connaît. Ah, donc, les filles de Tzlofran, quand elles parlent à Moshe, elles disent, et notre père, il est mort par sa faute. Tu veux que je te rappelle de quelle faute il s'agit? Non, c'est pas la peine, hein? Mais il est mort par sa faute. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'avoir son nom sur le cadastre d'Eretz Israël? C'est un tzaddik. D'accord, il a fait une faute grave, mais enfin, il a donné sa vie pour le peuple. Et si vous regardez Rabbi Yehuda ben Vetera, qui dit à Rabbi Akiva, non mais tu dis du mal du tzaddik, sans doute que lui, Rabbi Yehuda ben Vetera, il n'a pas gobé cette histoire qu'il a donné sa vie, il a coupé du bois pour donner sa vie. Ça lui semble gros. Et donc, lui, il ne pense pas que c'est la raison pour laquelle le type, il a coupé du bois. Mais
il peut te dire qui est Tzlofrad. Qui est Tzlofrad? Eh bien, il faisait partie des Maapilim. Et pourquoi des Maapilim? C'est parce que les Maapilim aussi, c'est une faute qui est interdite, bien sûr, mais une fois que tu l'as faite, une fois que tu l'as faite, t'es pas un rachat. Parce que qu'est-ce qu'ils viennent dire les Maapilim? Quand Moshe leur dit, mais vous allez vous faire massacrer, ils ne remettent pas en cause, ils ne remettent pas en question le verdict de Moshe. Bien sûr qu'on va se faire massacrer, mais on y va quand même. Mais pourquoi vous y allez puisque vous allez mourir au combat? Mais parce qu'il y a mourir et mourir. Et si les gens doivent choisir, au lieu de mourir comme des condamnés à mort qui tournent en rond pendant 40 ans jusqu'à ce que mort s'en suive, eh bien au moins on va mourir pour quelque chose. On va mourir les armes à la main. On va mourir pour un idéal. On va mourir pour la guerre de libération d'Eretz Israël. On n'a aucune chance, mais on le fait quand même. C'est interdit, on sait, on sait, c'est interdit. Mais on veut montrer au peuple qu'il y a une mort qui est différente d'une autre mort. Et que c'est pas pareil de mourir stam de soif ou de faim dans le désert que de mourir les armes à la main en essayant de libérer Eretz Israël. Donc nous, on y va quand même si on sait qu'on va mourir. D'après Rabbi Yehuda ben Bettera, ça, c'est quelqu'un qui a fait une grave faute, mais parce qu'en plus, par opposition à celui qui a coupé du bois, les Maapilim, eux, ils ont ouï dire à Moshe. Ils sont allés voir Moshe, ils ont dit on va le faire. Et Moshe leur a dit ne le faites pas. Ils l'ont quand même fait. Donc ça, c'est encore pire, vous voyez. Mais ils l'ont fait pour des raisons qui sont des raisons pour montrer quelque chose au peuple et pour montrer une vérité qui semble être importante à leurs yeux. Et donc, tu ne peux pas, après coup, les considérer comme des Réchaïm. Alors, bien sûr, c'était interdit de le faire, mais une fois qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait. Donc, si vous voulez, c'est comme, je ne sais pas si vous prenez ceux qui sont soulevés dans cette année maudite de 1943 à Pessah, au ghetto de Varsovie. Est-ce que c'était juridiquement, ilkratiquement euh, valable de se révolter à ce moment-là, oui ou non? J'en sais rien, je suis pas un rabbin, je suis pas vraiment un rabbin, en fait, la vérité, je connais pas ce genre de truc, et je sais pas, c'est vrai, si c'était valable ou pas. Je peux très bien concevoir que des rabbinim leur auraient dit, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que si jamais vous vous révoltez pas, ok, on vous amène dans des camps, très bien, mais dans les camps, vous n'allez pas mourir obligatoirement tout de suite. Peut-être que d'ici là, les Russes vont vous libérer, etc. Tandis que si vous vous révoltez maintenant, ben, si vous allez mourir, vous allez faire une mort certaine et vous allez rapprocher la mort. Je ne sais pas si c'est permis au niveau de la halakha. Donc, je ne sais pas si les révoltés du ghetto de Varsovie, ils ont fait quelque chose qui est permis d'après la halakha. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que maintenant qu'ils l'ont fait, et étant donné que je sais la raison pour laquelle ils l'ont fait, qui ressemble beaucoup à la raison des Mahapilim, et bien évidemment, c'est des tzadikim. Bien sûr, c'est des tzadikim. Même si c'était peut-être interdit, mais une fois qu'ils l'ont fait, c'est des tzadikim. Les gens de Masada, les gens de Masada, qui se sont tués les uns les autres, puis après le dernier, il s'est transpercé avec une épée. C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient le droit? Bon, bah, je pense pas, hein, franchement. Je pense pas qu'on a le droit de faire ça. Mais une fois qu'ils l'ont fait, est-ce que c'est des Réchaïm? Ben non. Ben non, parce qu'ils l'ont fait pour quelque chose, ils l'ont fait pour un idéal, ils l'ont fait pour montrer au peuple qu'il y a des choses qui valent la peine qu'on donne notre vie pour elles. Alors même si c'est interdit d'après la halakha stricte, une fois qu'ils l'ont fait, ils sont quand même considérés comme des tzadikim. Vous comprenez? C'est-à-dire que pourquoi c'est ambigu, pourquoi c'est dangereux, pourquoi il faut faire attention à comment est-ce qu'on manie ce genre de choses, c'est qu'évidemment, si tu dis qu'il y a des avérotes qui sont interdites, mais quand tu les fais, tu es considéré comme un tzaddik, n'importe qui va s'inventer ça avérin en disant moi je suis un tzaddik, je le fais pour les bonnes intentions, puis gamin non, il faut faire attention. Le premier critère, c'est que tu donnes ta vie pour l'idéal, et pas tu prends la vie des autres pour l'idéal. Donc, je dis ça parce qu'une fois, je parlais de ça avec des élèves, puis il y en a un qui me dit, oui, alors l'assassin de Rabin, lui aussi, alors c'est un sadique. Et non, ben non, parce que quelle différence entre lui et ce dont on parle maintenant, c'est que lui, il a tué quelqu'un pour les motivations qu'il avait, tandis que mon Tzlofrad, là, il a donné sa vie pour l'idéal. C'est pas pareil, c'est même le contraire. Donc, le type qui est prêt à risquer sa vie pour un idéal, si c'est un idéal qui se tient, alors il y a une difficulté à le considérer comme un machin. Il a quelque chose de tzaddik, même si il n'aurait pas dû le faire, même si les khatrila, c'est a priori, les rabbins certainement lui auraient dit ne le fais pas.
Moi, je me souviens qu'il y a très très longtemps, à l'époque de Yamit, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de Yamit. Yamit, c'était ces villages, enfin Yamit, c'est une ville, mais c'était un groupe de villages qu'on avait créé dans le Sinaï, figurez-vous, à l'époque, après la guerre des 6 jours, et près de la bande de Gaza d'ailleurs, pas très loin, près d'El Arish là-bas. Très joli village, et Yamit, très jolie ville. Et finalement, elle était rendue aux Égyptiens lors des accords de paix. Et j'avais un copain qui a fait son alia à ce moment-là. Il était à l'armée et on lui demande de déloger les gens d'Yamit. Et lui, ça lui posait un problème de conscience. Il dit, moi, j'ai fait mon alia, pas pour déloger les gens d'Eretz Israël, mais pour, au contraire, renforcer les gens qui s'installent en Israël. Et pas pour Il pensait que c'était une énorme erreur de rendre Yamit et qu'il fallait surtout pas les déloger, que c'était une grande avéra. Alors, il écrit à son rave, qui se trouve être également le mien, et il lui demande, au Rav Motchko, il lui dit, est-ce que j'ai le droit de refuser l'ordre qui m'a été donné? Je suis à l'armée, mon commandant il m'a dit, il faut aller déloger les gens d'Yamit. Mais moi, je pense que c'est une grave erreur. Est-ce que je dois refuser ou pas? Et le Rav qui lui répond une longue lettre pour lui expliquer comme quoi, quand on est à l'armée, on fait ce que le commandant te demande de faire et on commence pas à réagir en fonction de ses propres convictions. Sinon, il n'y a plus d'armée. Sinon, c'est l'anarchie totale. Sinon, n'importe qui, une fois c'est comme ci, une fois c'est comme ça. D'ailleurs, quelques temps après, c'était la guerre du Liban, la première guerre du Liban, 82. Et il y a des copains à lui qui étaient dans le même gloued et qui étaient, eux, d'une opinion politique inverse et pour qui ça posait un problème moral d'aller, vous savez, à l'époque, pour la première guerre du Liban, on avait fait le siège de Beyrouth pour forcer Arafat, qui était assiégé, à quitter Beyrouth. Et pour faire la pression, à un moment, on a coupé l'eau, puis alors on l'a remis, puis on a coupé l'électricité, on l'a remis, etc. C'est comme ça qu'il est parti. Et il y a eu des gens qui ont dit, mais ça se fait pas, c'est pas humain. On peut pas... il y a des gens qui habitent là-bas, à Beyrouth, ils sont pas tous des copains d'Arafat, ça se fait pas. Et donc, il y a des objecteurs de conscience, si vous voulez, qui ont réagi en disant, moi, je ne peux pas accepter de faire ce genre de choses. Et mon copain, qui, après Yamit, il était au Liban aussi, il leur a dit, mais écoutez, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, et toi, là-bas, quand tu étais à Yamit, ça t'a pas dérangé. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la lettre du rapproché, à la fin de la lettre, une fois qu'il lui a dit, tu es obligé d'écouter ce que le commandant il te dit, il a rajouté, non, il a signé d'abord, puis après il a rajouté, mais tout ça, c'est la réponse ilkratique à ta question. Tout ça, c'est la réponse ilkratique. Tu m'as posé une question d'Alakha, la réponse de l'Alakha, c'est il faut écouter ce qu'il dit le commandant, et voilà. Et puis il a rajouté cette phrase incroyable, il lui a dit, mais qui c'est qui t'a demandé de me demander quelle est l'Alakha? Qui c'est qui t'a demandé de me demander quelle est l'Alakha? Et l'autre, il a compris donc derrière les lignes, qu'en fait, la vérité, s'il pense qu'il ne faut pas le faire, ben, qu'il ne le fasse pas, mais qu'il arrête de me poser des questions. C'est des choses qui sont interdites, mais une fois que tu l'as fait, ben, tu l'as fait, quoi. Et en fait, pour la petite histoire, juste pour la petite histoire, mon copain en question, il a en effet refusé l'ordre. Il a fait de la prison donc à cause de ça. Il n'a pas délogé les gens diamites. Mais je vous dis, il était dans une situation fausse parce que quand ses copains, pour des raisons inverses, et ils ne voulaient pas respecter l'ordre qui avait été donné à Beyrouth, il n'avait plus d'arguments pour leur dire vous devriez écouter les ordres. Parce qu'il a dit toi. Et c'est vrai que ça pose un problème. Mais enfin, je ferme la parenthèse. Ce qui est clair en tout cas, c'est que lorsque quelqu'un se sacrifie pour la collectivité, même s'il le fait d'une manière où il ne devrait pas le faire, ou a priori c'est interdit, mais une fois qu'il l'a fait, tu ne peux pas le regarder comme si c'était un rachat. Tu dois tenir compte du fait qu'il a donné sa vie pour le peuple. Les gens de Masada, ils ont donné leur vie pour le peuple. Et qui sait si c'est pas grâce à eux que l'esprit de bravoure, que ce qui est ancré dans l'ADN d'Israël, qu'on ne peut pas laisser n'importe quoi, n'importe qui faire n'importe quoi, qu'il faut réagir, etc. Qui sait si on ne le doit pas, entre autres, à ceux de Masada qui nous ont donné l'exemple, ou à ceux du ghetto de Varsovie. Donc, quelle que soit la manière avec laquelle tu décides que l'action était permise ou pas, même si l'action était illicite, même si elle était interdite, une fois qu'ils l'ont fait, ils ont donné leur vie pour le peuple. Et donc, c'est des tzadikim. Et c'est pour ça que Rashi appelle Slofran tzadik. Et c'est pour ça que les filles mentionnent qu'il bechet omet, il est mort de sa faute.
S'il est mort de sa faute, ça veut dire, si vous comprenez, elles disent à Moshe, je vais te dire, c'est vrai que c'est un problème d'halakha strict. C'est-à-dire, c'est vrai que d'après la halakha, c'est pas important si mon père il a été un tzaddik ou si c'était un rachat, etc. Mais nous, les filles de Sophrad, nous, que les chachamim plus tard diront, c'est des filles intelligentes. Nous, la vérité, on n'aurait même pas osé te demander d'avoir le nom de notre père sur le cadastre d'Eretz Israël si notre père avait fait partie de la bande d'Akorach. Vehu lo haya betoch haeda, hanoadim al Hashem ba'berat Korach. Ki bechet omet, parce qu'il est mort pour sa faute. En fait, je vais vous dire, c'est comme s'il manquait un petit mot dans ce verset. Il ne faisait pas partie de la bande d'Akorach. Au contraire, il est mort de sa faute. Parce que qui c'est Korach? Korach, c'est un type qui est prêt pour son kavod à lui, pour son honneur à lui, à détruire l'unité d'Israël. Il est prêt à sacrifier l'unité d'Israël pour son kavod à lui. Alors que Tzlofrad, c'est le contraire. Il est prêt à se sacrifier lui pour l'honneur d'Israël. Que ça soit parce qu'il a pris du bois, comme Rabbi Akiva le comprend, pour montrer au peuple qu'il y a quelque chose, que même dans le désert, il faut garder une certaine manière de se comporter, ou que ça soit d'après Rabbi Ouda ben Betera, qu'il a voulu montrer par les Maapilim qu'il y a à mourir et que toutes les morts ne se ressemblent pas. De toute façon, ce type-là a donné sa vie pour le peuple, contrairement à Korah, qui lui a été prêt à sacrifier le peuple pour lui-même. Et donc, disent les filles de Sophrad, tu comprends bien que ce n'est pas seulement un problème d'halakha, c'est un problème de morale et d'éthique. On n'aurait jamais osé venir te demander ça, même si d'après la halakha, on aurait peut-être eu le droit, en effet, d'avoir un héritage, on n'aurait jamais osé venir te demander si notre père, il avait fait partie de la bande d'Akorah, si c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier le peuple pour lui-même. Mais il est mort pour sa faute. Mais c'est le contraire. Mais il était prêt à se sacrifier lui-même pour le peuple. Alors, il ne mérite pas d'avoir son nom en Eretz Israël. Et là, tu apprends, grâce aux filles de Tzlofrad, tu apprends un truc vachement important, que finalement, pour pouvoir survivre dans ce pays, qui est quand même un pays particulier, il faut bien le dire, pour pouvoir survivre dans ce pays, pour pouvoir résister dans ce pays, il faut être prêt à sacrifier une partie de soi-même pour l'intérêt collectif. Alors, il y a toutes sortes de sacrifices. Il y a des gens qui font leur alia et qui, en faisant leur alia, ils sacrifient, je sais pas, les relations qu'ils ont avec leur famille, puisqu'ils se coupent de leur famille, ils se coupent de leurs parents, ils se coupent de leurs amis, etc. C'est un sacrifice énorme. Il y en a d'autres qui vont plus loin. En faisant leur alia, ils font des sacrifices au niveau financier. Pour le même boulot, ils gagneront 2 fois moins. Et puis il y en a, comme on le voit depuis maintenant 9 mois, il y en a qui sacrifient beaucoup plus que ça encore. Il y en a qui sacrifient une partie d'eux-mêmes, il y en a qui sacrifient une partie de leur santé, et il y en a qui donnent leur vie. Mais les filles de Sophra nous disent, si tu veux avoir ton nom en Eretz Israël, si tu veux que le registre, le cadastre d'Eretz Israël retienne ton nom, il faut que tu sois capable d'être prêt à sacrifier une partie de toi-même pour la collectivité. Sinon, c'est impossible. Les Korach ne peuvent pas rester en Eretz Israël. Sacrifier la collectivité pour soi-même, la terre te rejette. La terre n'acceptera que ceux qui sont prêts à renoncer à une partie de ce qui leur revient pour l'intérêt de la collectivité. Et c'est pour ça que nos sages disent des filles de Sophrin que c'était des filles intelligentes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je vous laisse regarder les informations et les commentaires pour qu'on passe une soirée un petit peu angoissante. Parce que franchement, si c'est ce qu'on a écouté il y a un instant, juste avant le cours, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, voilà. Merci en tout cas de votre attention et puis à la prochaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.